Bienvenue sur ce résumé de Parler aux inconnus. Ce que nous devrions savoir sur les personnes que nous ne connaissons pas, de Malcolm Gladwell. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Est-ce que nous cessons un jour d'être des étrangers? Nous pensons pouvoir lire un inconnu en face de nous comme un livre ouvert. Inconscients, les étrangers sont les plus naturels et les plus aptes à être décodés. Mais en réalité, la personne qui se trouve derrière nous pense qu'elle peut lire en nous de la même manière. Comment ose-t-elle penser que nous sommes si faciles à lire? Certaines choses doivent rester secrètes pour que nous puissions conserver notre espace personnel. Voyez-vous l'incohérence? Apprendre à connaître quelqu'un prend des années, mais tout savoir n'est pas garanti même à ce moment-là. Les préjugés sont une malédiction collective qui altère nos relations au lieu de les enrichir. Malcolm Gladwell a étudié ce conflit pour expliquer nos préjugés et leurs dangers. Les préjugés et l'incompétence expliquent en grande partie les dysfonctionnements sociaux aux États-Unis. Malcolm Gladwell. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer les erreurs fondamentales que nous commettons quand nous nous adressons à un inconnu. Certaines d'entre elles ont acquis un soutien théorique, mais des histoires réelles faciliteront votre compréhension. Sans plus attendre, plongeons dans une mer de parfaits inconnus. Point clé 2. Les charmes d'un tyran. À la fin des années 1930, les nuages s'assombrissent au-dessus de l'Europe, car Adolf Hitler menace d'occuper les Sudètes, une partie de la Tchécoslovaquie de l'époque. Le dictateur allemand donne la chair de poule à tout le continent. Cela n'a pas empêché le Premier ministre britannique Neville Chamberlain ou le ministre des Affaires étrangères Lord Halifax de le rencontrer en personne. Tous deux ont été agréablement surpris par Hitler et ses gestes amicaux. Du moins, ils les ont considérés comme tels. Ils sont partis en croyant à sa promesse de ne pas envahir la Tchécoslovaquie. En moins de 6 mois, le Führer a fait exactement le contraire et a déclenché la Seconde Guerre mondiale. Que s'est-il donc passé? Les politiciens chevronnés étaient-ils naïfs? Oui et non. Il y a quelques années, une étude menée par la psychologue américaine Emily Pronin a prouvé que les gens pensent souvent qu'ils comprennent mieux les autres que les autres ne les comprennent. Les participants devaient remplir des cases en formant des mots différents comme toucher ou dur, traiter ou vaincre, etc. Ils pensaient que les mots qu'ils choisissaient ne révélaient rien de leur personnalité. Pourtant, ils se précipitaient pour tirer des conclusions sur les autres à partir de leurs mots. Personne n'a eu de moment de révélation. Ils sont tombés dans une illusion de perspicacité asymétrique. Penser que nous connaissons les autres mieux qu'ils ne nous connaissent implique que nous détenons une connaissance qu'ils n'ont pas d'eux-mêmes. Ainsi, nous risquons de perdre l'attention alors que nous devrions écouter et non pas parler. Une personne s'ouvrira si vous lui tendez une oreille attentive. Neville Chamberlain n'a jamais douté de l'efficacité de sa tentative d'empêcher la guerre. Il a payé le prix de son inattention et ses négociations avec Hitler ont été considérées comme l'une des plus vaines de l'histoire. L'écoute n'est pas toujours reconnue comme un outil de conversation fondamental. La prochaine fois que vous voudrez faire connaissance avec quelqu'un, demandez-vous « Qu'est-ce que je gagne à l'imaginer différente de ce qu'elle est ?» Souvenez-vous, au final, chacun finit par révéler sa véritable nature, donc vous n'avez pas à le faire à leur place. Nous sautons sur l'occasion de juger les inconnus. Nous ne le ferions jamais à nous-mêmes, bien sûr. Malcolm Gladwell. Point clé 3. Il n'y a pas de digne de confiance sans confiance. Anna Montes était l'un des agents les plus respectés et les plus fiables de la Defense Intelligence Agency, DIA. À l'époque, Cuba, sous Fidel Castro, était l'une des régions chaudes de la DIA. Alors, quand de trop nombreuses coïncidences se sont produites en l'espace de quelques jours, la sonnette d'alarme a commencé à retentir. Mais ce qui a frappé l'analyste du contre-espionnage militaire Reg Brown, c'est un lien suspect avec Anna Montes, qui travaillait justement sur son programme de recherche à Cuba. L'agent n'a pas dérapé pendant l'interrogatoire. Son alibi ne comportait aucun détail. L'incident est passé sous silence jusqu'à ce que l'agence apprenne, 5 ans plus tard, que Montes envoyait des informations classifiées à Cuba. Tous les soirs après le travail, elle mettait son incroyable mémoire au service du gouvernement cubain en lui envoyant des informations vitales. Elle était leur espionne depuis le jour où elle était entrée à la DIA. Mais comment Anna Montes a-t-elle pu mettre toute l'agence dans sa poche? Pourquoi des agents de renommée mondiale ne sont pas arrivés à la démasquer?
La clé pourrait être cachée dans la théorie de la vérité par défaut, TVD. Parfois, même la couverture la plus familière et la plus usée peut révéler de nouveaux secrets si l'on sait la lire. Qu'en est-il de ceci? Selon la TVD, nous pensons automatiquement que les autres sont honnêtes avec nous. Une étude menée par Timothy R. Levin, professeur de communication à l'Université d'Alabama à Birmingham, a montré que les gens distinguent mieux les personnes qui disent la vérité que celles qui mentent. Le professeur a appelé cela la vérité par défaut, d'où le nom de la théorie. Les collègues d'Anna Montes ont commis une erreur grave, mais naturelle. Ils ont supposé qu'elle disait la vérité, négligeant ainsi les preuves essentielles. L'ancienne espionne devenue analyste de la DIA avait critiqué la politique du gouvernement en Amérique centrale utilisée par Cuba pour la recruter. Anna Montes a été poursuivie et condamnée à 25 ans de prison pour espionnage au profit du gouvernement cubain. Elle a été libérée le 6 janvier 2023 et reste sous surveillance. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend? Une confiance par défaut envers une nouvelle personne est naturelle et saine. Mais le cas d'Anna Montes prouve que le débriefing interne et la pensée critique sont cruciaux quand une situation l'exige. Point clé 4. Les gens sont étranges quand vous êtes un étranger. En 2007, Meredith Kercher, étudiante en échange universitaire, a été assassinée par Rudy Gued à Pérouse, en Italie. Toutes les preuves le désignaient, mais c'est sa colocataire Amanda Knox qui a le plus attiré l'attention des médias. Sa réaction au meurtre était suspecte, ce qui lui a coûté 4 ans avant de retrouver sa vie normale. Qu'est-ce qui a conduit l'enquête dans la mauvaise direction? Amanda était calme et n'était pas triste à propos du meurtre de sa colocataire. Et maintenant, il est temps d'apprendre ce qu'est l'inadéquation et l'illusion de transparence. Revenons à l'étude de Tim Levin. Dans cette étude, chaque participant a joué à un quiz, associé à un instructeur et à un membre du laboratoire prédéterminé qu'il ne connaissait pas. Les partenaires devaient inciter les participants à tricher quand l'instructeur quittait la pièce. Et plus tard, Tim vérifiait s'ils avaient menti. Une femme a défié les attentes. Elle a dit la vérité, même si elle était nerveuse et agitée. La morale de l'histoire. On ne peut pas toujours dire si une personne dit la vérité ou si elle ment, à partir de son visage. Si cette étude avait existé pendant l'affaire Meredith Kercher, peut-être qu'Amanda Knox n'aurait pas été arrêtée. En fait, même Anna Montes aurait été arrêtée plus tôt. Dans ses mémoires, Amanda Knox s'est décrite comme une enfant bizarre, qui jouait un jeu dangereux et agissait d'une manière que les gens interprétaient comme suspecte dans le contexte donné. Son comportement ne correspondait pas à la vérité, mais Amanda Knox n'était pas la seule à avoir des réactions inhabituelles. La réponse calme d'Anna Montes aux accusations aurait dû alarmer l'administration de la DIA. En apparence, elle ne semblait pas perturbée, mais elle paniquait intérieurement. L'assurance ne révèle pas toujours un diseur de vérité, tout comme la nervosité ne révèle pas toujours un menteur. Une autre étude menée par les psychologues allemands Achim Schutzwohl et Rainer Reisensein a montré que les expressions faciales étaient plus douces que les émotions ressenties. Par exemple, certains participants n'ouvraient pas grand les yeux ou ne criaient pas quand ils étaient surpris. Ils semblaient visuellement calmes. Nous nous sommes habitués à voir des émotions exagérées à l'écran, mais les gens réagissent rarement de la même manière dans la vie réelle. La clarté de la communication est un défi, car le comportement et les mots ne correspondent pas toujours, ce qui crée une illusion de transparence. Nous ne pouvons pas nous fier uniquement aux mots sans voir la personne, car la vérité se cache toujours entre les deux. Point clé 5. La partie la plus étrange n'est jamais vraiment terminée. En mars 2003, la Central Intelligence Agency, CIA, a capturé l'un des responsables les plus dangereux d'Al-Qaïda, Khalid Sheikh Mohammed, KSM, dont l'interrogatoire est entré dans l'histoire de la CIA. KSM a admis avoir assassiné le journaliste du Wall Street Journal Daniel Pearl. Il a déclaré s'être adressé à lui par son nom, comme s'ils étaient amis, puis l'avoir exécuté. Cet incident a donné des frissons à James Mitchell, psychologue et interrogateur professionnel. Lui et son collègue Bruce Jensen ont travaillé sur les techniques d'interrogatoire renforcées dans le cadre du programme SUR, Survival, Évasion, Résistance, Escape, pour les employés de la CIA s'ils étaient pris en otage. La privation de sommeil, l'isolement et la simulation de noyade étaient à considérer comme les méthodes les plus efficaces du CER,
Mais même leurs effets cumulés ont dû s'accumuler pour épuiser la volonté de KSM. En fin de compte, il a avoué avoir participé à de multiples opérations au nom du djihad. Ce résultat peut ressembler à une victoire pour les services de renseignement américains, mais pas pour Charles Morgan, un psychiatre professionnel dont les recherches sur le syndrome de stress post-traumatique, SSPT, remettent en question la valeur de toutes les techniques d'interrogatoire renforcées de la CIA. La question que Morgan s'est posée avant ses recherches était la suivante. Pourquoi certains vétérans souffrent-ils du syndrome de stress post-traumatique alors que d'autres ne sont pratiquement pas affectés par des événements très stressants? Pour trouver une réponse, il est allé étudier les soldats de l'école Sœur et en est ressorti pour le moins surpris. À l'école, il a remarqué que les soldats disciplinés et organisés réagissaient à la réplique d'un camp de prisonniers de guerre comme si elle était réelle. Leur cortex préfrontal, la bouée de la rationalité, est revenu à son niveau prépubère. C'est ce qui est arrivé à l'homme responsable de l'attentat du 11 septembre. KSM était tellement privé de sommeil qu'il aurait avoué n'importe quoi, même des choses qu'il n'a pas faites. Une autre question attend donc une réponse. Cet interrogatoire a-t-il réellement abouti à quelque chose? Une chose est sûre, nous ne savons peut-être pas tout de la personne en face de nous, même si elle n'est pas inconnue. La deuxième certitude, c'est que nous pouvons mettre en péril une relation si nous essayons de faire pression sur la personne pour qu'elle se confie. On ne peut pas forcer l'ouverture en poussant quelqu'un à dépasser ses limites. Le saviez-vous? Selon les recherches menées par Mitchell dans le cadre du programme Sœur, les femmes réagissent avec plus de résistance et de froideur que les hommes aux menaces de blesser leurs collègues. Le chercheur a lui-même été confronté à un simulateur de torture après que sa partenaire féminine a refusé de céder. Point clé 6. Dans l'esprit des désespérés. Avertissement, mention de suicide. Sylvia Plath avait 30 ans quand elle s'est suicidée en raison d'une dépression clinique. Le choix de sa mort, un empoisonnement au monoxyde de carbone, était en effet un choix, et non une décision erratique. La lutte contre ces démons a donné lieu à de multiples tentatives, mais elle a préparé la dernière, avec tant de soin, qu'il n'y avait aucun doute sur sa détermination. Mais pourquoi Sylvia Plath a-t-elle choisi ce qu'elle a choisi, et que peut nous apprendre sa mort tragique sur les inconnus? Malcolm Gladwell propose 2 théories. Le déplacement suppose que les gens sont déterminés à trouver d'autres moyens de s'automutiler s'ils sont dépourvus des moyens initiaux. Le couplage combine des conditions et des comportements spécifiques pour qu'un acte risqué se produise. Ces 2 concepts sont opposés si l'on y réfléchit bien. La plupart des gens croient au déplacement ou à l'idée que les personnes suicidaires trouveront un autre moyen de mettre fin à leur jour, et qu'il est donc inutile de sécuriser les lieux connus pour mettre fin à ces jours. D'autre part, des recherches menées par le psychologue Richard Seiden ont montré que certains comportements sont couplés à un contexte particulier. Par exemple, le Golden Gate Bridge est tristement célèbre parmi les personnes ayant des tendances suicidaires. La théorie du couplage suggère que le fait de sécuriser le pont avec un filet pourrait empêcher les gens de tenter de mettre fin à leur jour. Dans leur esprit, cette décision était liée à cet endroit précis, ce qui signifiait qu'ils ne répéteraient pas leur tentative ailleurs ou d'une autre manière. La mort de Sylvia Plath en est un triste exemple. Elle a tenté de mettre fin à ses jours de différentes manières avant de trouver celle qui lui faisait le moins peur. Elle aurait pu être en vie et soignée si la Grande-Bretagne s'était convertie plus rapidement au gaz naturel, moins toxique. Mais nous ne pouvons que le supposer aujourd'hui. Acceptez que l'espoir fluctue. Il est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Que nous apprend cette histoire sur les étrangers? Premièrement, nous sommes encore fermement attachés à la vérité par défaut et à l'illusion de transparence. Deuxièmement, nous nous demandons rarement si le comportement d'une nouvelle personne peut être lié à un environnement ou à un lieu particulier. Nous pensons en termes de déplacement, comme si les manières d'agir des gens ne fluctuaient pas. Quand nous enregistrons ce couplage, il devient plus facile de voir cette nouvelle personne comme plus complexe et plus profonde, et donc d'être plus compatissant. Conclusion. Toutes les personnes, celles que nous venons de rencontrer comme celles que nous connaissons depuis des années, ont des secrets. Même si c'est dans la nature humaine d'avoir un peu d'espace pour les choses que nous sommes les seuls à connaître, nous devons nous en souvenir chaque fois que notre cerveau a envie de stéréotyper quelqu'un.
Nous savons maintenant que les humains peuvent être naïfs à leurs risques et périls, mais la société deviendrait paranoïaque si nous nous méfions de tout et de tous. Il semble que le manque d'expérience ne soit pas si grave après tout, alors ne nous culpabilisons pas quand quelqu'un n'est pas comme nous l'attendions. Nos cœurs sont faits pour faire confiance, mais comment apprendre sans pratique? Essayez ce qui suit. Les voyages sont un excellent moyen d'ouvrir son esprit et de réduire ses préjugés. Réservez donc ce vol pour un endroit où vous avez toujours rêvé d'aller et remettez en question votre vision du monde. Si vous craignez que vos préjugés inconscients ne gâchent votre intérêt sincère pour les autres, apprenez à vous libérer de cette crainte. L'authenticité se ressent toujours, quelles que soient les circonstances. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.